6h17, Nico Saliagas. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, votre invitée Audrey Caspomara. Bonjour madame. Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. L'information a été révélée à 5h du matin par Europe 1. L'homme le plus recherché de France, Redouane Faïd, a été arrêté cette nuit, 3 mois après son évasion spectaculaire. Comment s'est passée l'interpellation ? Je crois que vous en avez donné les éléments principaux. Elle s'est passée dans la ville où il habitait. Les policiers et les magistrats, d'ailleurs, de la juridiction interrégionale spécialisée, travaillaient depuis plusieurs mois sur un certain nombre d'indices. Il y avait eu des perquisitions assez récemment qui ont permis de conforter des hypothèses et donc qui ont conduit à l'arrestation de ce matin. Et il était armé, il n'a pas cherché à fuir. Non, non, et je dois dire que c'était sans doute la phase que j'appréhendais le plus de ma position, puisque c'est quelqu'un qui avait dans d'autres temps commis des meurtres, et donc la policière municipale Aurélie Fouquet. Absolument, et je suis vraiment très heureuse que les choses soient passées de la manière dont elles se sont passées. Je voudrais vraiment ici remercier et féliciter l'ensemble des personnes qui ont participé à ce travail. Les enquêteurs avaient retrouvé sa trace depuis combien de temps? Depuis cet été? Oui, disons qu'il y a eu plusieurs indices qui ont été exploités, qui ont permis cette arrestation. Et comment l'ont-ils retrouvé là, cette nuit? Ça, c'était des informations plus précises? Non, pas plus précises. Nicole Belloubet, avant son évasion, Redouane Faïd, braqueur multirécidiviste, avait été condamné à 25 ans de prison après la mort donc d'Aurélie Fouquet, la jeune policière municipale. Après cette évasion, quelle peine risque-t-il? Combien d'années pourrait-il passer en prison? Alors, écoutez, c'est pas à moi. Enfin, je ne suis pas magistrate dans cette affaire-là. Là, il est placé en garde à vue. Une garde à vue qui sera sûrement assez longue. Et puis ensuite, il va être incarcéré. Et bien entendu, il sera jugé pour cela. Et donc, je ne peux pas là vous dire quel sera ce qu'il encourt. Mais il est évident que nous allons le placer dans un établissement hautement sécurisé. Lequel? Et il fera... Non, je ne sais pas encore, bien sûr. Mais il fera l'objet, évidemment, d'une surveillance extrêmement étroite. L'homme le plus recherché de France, arrêté alors qu'il n'y a plus de ministre de l'Intérieur depuis cette nuit. Quelle ironie! Non, je ne trouve pas que c'est ironique. C'est au contraire exactement la réalité, la situation que nous vivons. Les hommes passent, l'action du gouvernement demeure. Et je crois que c'est vrai, c'est très intemporel. En tout cas, dans notre République, dans notre démocratie, c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il y a un État, il y a des pouvoirs publics, ils fonctionnent au-delà des hommes qui les exercent. Et c'est très important. Alors vous apprêtez à vous rendre en Conseil des ministres, c'est dans moins de 2 heures. Gérard Collomb ne sera pas assis à côté du président? Non, il ne sera pas assis à côté du président. Donc ce siège de ministre d'État restera vide? Physiquement, le siège ne sera pas vide puisque les choses sont réorganisées autour de la table. Mais vous le savez, le Premier ministre assure des fonctions d'intérim du ministère de l'Intérieur dans l'attente de la nomination. Ce n'est pas une situation nouvelle. Assez récemment d'ailleurs, il y a eu ces fonctions d'intérim qui avaient également été assumées par un Premier ministre. Donc je veux dire, nous sommes vraiment dans la continuité de l'État. Je crois que c'est vraiment essentiel à dire. Et ça veut dire que sur un point capital qui est lié donc, tout va bien, malgré la menace terroriste, malgré la menace des violences qui montent? Je n'ai pas dit que tout allait bien. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire de cet événement, qui est un événement complexe à gérer sur le plan politique, parce qu'il est inédit, il ne faut pas non plus en faire une crise grave. Je crois qu'il faut savoir replacer les choses à leur juste valeur. Nous sommes un État qui fonctionne, les pouvoirs publics sont au travail, au-delà des hommes. Donc vous vous rendez à ce Conseil des ministres sereine? Oui, et tout en reconnaissant d'ailleurs, pour moi la situation est assez singulière puisque j'avais très bien travaillé avec Gérard Collomb, notamment pour l'élaboration de la loi pour la justice que je vais proposer et sur tout l'aspect procédure pénale. Mais quand même, est-ce que vous saviez que Gérard Collomb voulait à ce point quitter le gouvernement? Mais Gérard Collomb a le désir ancré en lui de travailler pour sa ville de Lyon. Il l'a dit. L'ayant dit, je pense que lui se sentait totalement investi au ministère de l'Intérieur. Mais le regard des autres sur lui a changé. Et d'une certaine manière, il s'est placé en position de devoir démissionner. Mais c'est un vieux briscard de la politique. Gérard Collomb, c'est pas un perdreau de l'année. Il devait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions, à ce qu'il y ait des attaques. Je pense que la passion pour sa ville l'a emporté. Et finalement, à l'heure où on reproche à ce gouvernement de ne pas tenir compte assez des territoires, vous avez là un ministre qui dit clairement que le territoire, c'est important, que la France, c'est aussi celle des territoires. Mon Dieu, c'est pas... Oui, mais enfin, c'est assez...
essentiel. Il devait démissionner après les européennes et Gérard Collomb, Nicole Belloubet, claque la porte du jour au lendemain. On a l'impression d'une scène de ménage entre le président et son ministre de l'Intérieur. Non, il n'y a aucune scène de ménage. Moi, je vous dis les choses. Je pense que l'annonce faite par Collomb de son retour à Lyon a modifié son positionnement face aux interlocuteurs du ministère de l'Intérieur, face peut-être aussi au ministère lui-même. Et donc, du coup, il a été acculé lui-même à cette démission. Il quitte le gouvernement alors qu'Emmanuel Macron avait refusé sa démission. C'est un camouflet pour le président. C'est pas un camouflet, c'est une situation. Ce n'est pas un camouflet, c'est une situation qui se construit et qui a conduit à cela. Vous savez, j'étais hier avec le président de la République. Nous avons travaillé hier après-midi sur les questions constitutionnelles. Eh bien, nous avons un président qui est au travail, au-delà de cet événement, aussi complexe soit-il à gérer. Sa relation avec Emmanuel Macron était devenue tellement mauvaise qu'ils n'arrivent plus à travailler ensemble? Mais non, pas du tout. Leur relation n'est pas mauvaise. D'ailleurs, c'était l'un des plus proches du président, donc il s'est bien passé quelque chose. Il demeure proche du président. Il demeure proche du président. En claquant la porte. Il demeure proche du président. Il a fait le choix de sa ville. Voilà, c'est tout. Et en claquant la porte du jour au lendemain. Mais il n'a pas claqué la porte. Je suis en train de vous expliquer qu'il s'est placé dans cette situation-là. Nicole Belloubet, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, ce sont les deux ministres d'État qui démissionnent. C'est inédit, c'est un terrible signal envoyé. Je ne crois pas. Je crois d'ailleurs que les situations sont totalement différentes. Gérard Collomb a agi de manière extrêmement positive pour notre pays. Il a remis en place la police de sécurité du quotidien. Il a pris une loi qui a permis de sortir de l'état d'urgence. Il a réorganisé un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, il y a des actions très concrètes. Nicolas Hulot aussi, mais Nicolas Hulot est sans doute parti sur une crainte de fond, alors que Gérard Collomb est parti pour quelque chose. Nous avons là deux approches totalement différentes. Mais des 4 ministres d'État qu'Emmanuel Macron a eu, François Bayrou, Nicolas Hulot, Gérard Collomb et François de Rugy, il n'en reste plus que François de Rugy, c'est un terrible signal. Il ne faut pas faire d'amalgame, enfin pardonnez-moi. Mais 4 ministres d'État, il en reste un. Je vous sais, journaliste extrêmement honnête, et donc vous savez bien que les situations sont extrêmement différentes d'un ministre à l'autre. Donc je pense qu'on ne peut faire aucun amalgame, et la vie d'un gouvernement, c'est celle-là, et la force d'un État, c'est de savoir s'adapter à ces situations. Et un remaniement ministériel par mois, ça fait beaucoup, non, depuis l'été? Non, ça ne fait pas beaucoup, ce sont des événements auxquels il faut faire face. Vous entendez aussi la sensation, c'est si les ministres n'y croient plus, comment les Français vont y croire? Mais les ministres y croient. Je puis vous dire que les ministres y croient. J'y crois, de Rugy y croit, Buzyn y croit, Pénicaud y croit. Les ministres y croient. Nous avons des situations singulières, qui sont celles de Collomb, qui sont celles de Hulot, qui sont celles de François Bayrou. Aucune de ces 3 situations n'est la même. Donc les ministres y croient, et je pense qu'il faut vraiment que nous puissions faire comprendre aux Français que nous sommes au travail réellement pour la transformation du pays. Et on vous laisse rejoindre le Conseil des ministres. Absolument. Bon courage à vous. Merci Nicole Belloubet.